Avant midi 30. Bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire sur les tendances du marché de Randstad. Donc, je me présente, Marie-Noëlle Morancy, je suis vice-présidente contenu et communication pour Randstad Amérique du Nord. On a un programme chargé, on va parler d'économie, de tendances du marché. Je pense que tout le monde est bien intéressé par ce sujet-là. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je suis en bonne compagnie aujourd'hui. Donc, je présente les panélistes qui sont avec moi. Donc, on a Min Tridang, vice-président principal stratégie et finances. Bonjour. Julie Drion-Delage, vice-présidente solutions talent personnalisées. Nelson Texera, vice-président régional finances et comptabilité. Donc, bonjour à tout le monde, bienvenue parmi nous. Donc, on va commencer rapidement parce qu'effectivement, il y a beaucoup de sujets à couvrir. Voilà. Alors, est-ce que, Mine, tu peux commencer par nous parler un petit peu là, des perspectives économiques? Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de rebondissements, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, est-ce que tu peux nous aider à démystifier un petit peu tout ça? Bah oui, merci Marie-Noël. Donc, depuis que les tarifs ont été mis en place, on entend quand même pas mal de choses, comme le taux de chômage au Canada qui continue de monter, qui atteint 6,9% selon la dernière enquête sur la population active, et c'est un chiffre élevé. Et à ce niveau-là, ça montre clairement qu'il y a de plus en plus de gens qui cherchent un emploi sans en trouver un. Mais comme toujours, il faut regarder les détails de plus près. Oui, le chômage a grimpé, c'est effectivement d'une certaine façon lié à la guerre commerciale, comme on le sait, parce que le secteur le plus touché, c'est celui du manufacturier, surtout en Ontario, qui est la province la plus durement frappée. Donc, les tarifs actuels visent l'industrie automobile. Donc, toute la région de Windsor en subit les conséquences, mais aussi l'acier et l'aluminium, plus particulièrement au Québec. Et cela dit, le Québec s'en sort quand même un peu mieux parce que même avec des tarifs, parfois, il n'y a pas vraiment d'alternative. Donc, les entreprises américaines de métal ne peuvent pas simplement produire plus, en tout cas pas beaucoup plus du jour au lendemain. Et puis, agrandir ou construire une aciérie, ça prend 3 à 5 ans, ça coûte des centaines de millions de dollars. Donc, il faudra voir, cela dit, si le statu quo va rester maintenant que les tarifs vont passer de 25 à 50. Bref, tout dépend vraiment de l'endroit où on se trouve au pays. Donc, on a l'Ontario qui s'ouvre quand même un petit peu plus, mais les autres provinces, en général, s'en tirent un petit peu mieux. Et par rapport à tout ça, donc, est-ce que ça affecte la confiance des entreprises envers l'économie? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce propos-là? Bah, évidemment, depuis l'arrivée des tarifs et toute l'incertitude qui va avec, la confiance des entreprises a quand même chuté de façon spectaculaire. Et c'est compréhensible parce qu'on ne met pas d'argent, on n'investit pas quand on ne sait pas ce qui va se passer. Donc, les deux graphiques que vous avez à l'écran le montrent clairement. Il s'agit du PMI, une sorte d'indice de confiance qu'on suit chez nous. Et un pour le manufacturier, il y en a un autre pour les services. Et lorsque l'indice est sous 50, ça montre une contraction du secteur. Et comme vous le voyez, les deux sont présentement sous 50. Mais depuis un mois environ, on observe aussi une autre tendance qui est liée à cette nouvelle normalité dans laquelle on vit. Et le mode de fonctionnement de Trump est de mieux en mieux compris, autant par les entreprises que par les gouvernements. Il y a certains éléments qui sont devenus un peu plus clairs, comme l'élection de Carney au Canada. Et même si c'est encore difficile de se projeter dans quelques mois, on voit de plus en plus d'entreprises qui osent se lancer et investir davantage parce qu'il y a encore des opportunités à saisir, surtout dans le marché domestique. Parlons-en des opportunités un petit peu plus du point de vue du marché de l'emploi comme tel. Qu'est-ce que ça intéresse évidemment beaucoup notre audience aujourd'hui, hein? On parle aux employeurs. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là, du point de vue du marché de l'emploi? Qu'est-ce que tu remarques? Ouais, il y a quelques petits changements récents. Donc, après, on a une baisse progressive dans la foulée des premiers tarifs en février. Mais là, on a vu une remontée des offres d'emploi dans le mois dernier. Et mes collègues vont en parler un petit peu après. Mais
C'est un phénomène qui est relativement généralisé dans toutes les provinces. Et bien sûr, certains secteurs restent énormément sous pression, comme le manufacturier dont on parlait tout à l'heure, mais d'autres comme la finance, l'assurance, la banque, ces secteurs-là, ils n'ont jamais vraiment ralenti. Et certains métiers plus manuels qui avaient reculé ces derniers mois sont de nouveau en forte demande. Donc, on prend ça en compte avec, par exemple, la nouvelle politique d'immigration fédérale. On peut dire que le taux de chômage, si vous vous rappelez, était à 6,9%. Il pourrait grimper à 7 points à court terme, mais comme il y aura moins de travailleurs temporaires qui arrivent et plus de demandes, surtout à travers des gros investissements en infrastructures qui sont prévus, ben, il devrait descendre au fil de l'année. Donc, globalement, le consensus, c'est qu'on devrait voir le chômage baisser et les postes vacants augmenter, mais ça va arriver sûrement plus à moyen terme. Merci beaucoup, Mine, pour ce portrait économique. Évidemment, je veux le dire, il y a beaucoup d'informations qui vous sont transmises aujourd'hui. Vous aurez accès à la présentation, bien sûr, et en plus à une version plus longue en plus de ce dont on parle aujourd'hui. Donc, ne vous inquiétez pas, tout vous sera transmis. On va passer un peu aux tendances talents. Ça aussi, c'est important de voir comment les talents réagissent par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui les intéresse, c'est quoi leurs enjeux. Donc, on est chanceux chez Randstad, on a la possibilité d'avoir pas mal de recherches qui nous donnent des indices sur les perceptions des talents. Donc, notre enquête qu'on fait souvent, donc le Work Monitor, qu'on l'appelle, on a sondé récemment plus de 5000 personnes, donc chercheurs d'emploi employés dans 7 marchés, dont l'Amérique du Nord. Et ça nous dit beaucoup de choses sur la perception des talents par rapport au marché, à leurs possibilités d'emploi. Donc, on voit qu'effectivement, la grande tendance, là, c'est que la sécurité, la stabilité, ça revient comme priorité numéro un. Même trois chercheurs d'emploi sur 5 choisiraient la stabilité, disons la sécurité d'emploi, même avant de trouver un emploi qui les passionne vraiment. Donc, c'est pas une grande surprise hein, avec l'incertitude qu'on vit. Évidemment, les chercheurs d'emploi sont un petit peu plus... ça veut pas dire qu'ils vont pas changer d'emploi ou qu'ils ne cherchent pas d'emploi, mais ils vont chercher un endroit qu'ils perçoivent comme un endroit stable, une entreprise stable qui offre quand même une certaine sécurité d'emploi. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont plus mobiles, qu'ils ne sont pas mobiles, mais ça veut dire qu'ils recherchent quand même, ça demeure en tête. Est-ce que je peux être sécure là, pour une couple de mois dans cette entreprise-là? Donc, la sécurité est quand même importante. La flexibilité, on en parle très, très souvent, ça revient. La chose qui est intéressante à noter et qu'on remarque, c'est que il y a beaucoup d'entreprises qui demandent un retour au bureau, que ce soit 3 jours, 5 jours semaine, parfois même. Ce que les chercheurs d'emploi veulent, ou les employés veulent en échange de ça, c'est avoir de l'autonomie, donc non plus sur le lieu de travail. Ils sont conscients qu'il faut qu'ils reviennent au bureau. Par contre, ils veulent de l'autonomie sur quand ils peuvent travailler. Donc, je veux pouvoir choisir mes heures, je veux pouvoir commencer, finir un peu quand ça me convient. Donc, ils s'attendent à une autonomie, non pas du point de vue du lieu de travail, mais du temps. Donc, ça, c'est important à rappeler. Ça fait partie des avantages dans votre boîte à outils comme employeur. OK, ben retour au bureau 4 jours semaine. Par contre, on a de la flexibilité sur le temps, etc. Donc, ça peut être un outil intéressant. Donc, on le voit, chez les employés appelés à revenir à temps plein, 65 souhaitent une plus grande flexibilité dans l'horaire, même au-delà de l'augmentation de salaire. Donc, c'est pour dire à quel point la flexibilité est vraiment importante. D'autres compromis qui sont intéressants à noter. Donc, la conciliation travail-famille prend le pas sur le salaire. Donc, encore une fois, le besoin d'être capable de concilier les obligations personnelles, familiales. Donc, ça a même une priorité sur les salaires. Donc, par exemple, ce qu'on a sondé, 40 des répondants ont déjà accepté un emploi moins bien rémunéré parce que ça leur permettait de réduire leur niveau de stress. Donc, c'est un compromis que les chercheurs d'emploi sont prêts à faire. C'est un bon indice aussi à avoir pour les employeurs si, par exemple, vous n'êtes pas en mesure d'offrir des augmentations de salaire à cause des contraintes budgétaires, etc. La flexibilité peut être un avantage, peut vraiment faire pencher la balance du point de vue des chercheurs d'emploi. Donc, ça, c'est vraiment important
à souligner. Donc, vraiment, ce que les chercheurs d'emploi vont chercher, ils ne se soucient pas que du salaire. Oui, ça va demeurer tout le temps un facteur important. Mais par exemple, est-ce qu'il y a un ajustement par rapport à l'inflation qui peut être offert? Est-ce qu'ils se sentent soutenus par leur gestionnaire? Est-ce qu'il y a une cohérence avec les valeurs de la direction? La flexibilité, ça ressemble à quoi? Donc, il y a vraiment beaucoup d'autres facteurs de choix d'un employeur qui va faire qu'un chercheur d'emploi va rester ou va choisir un employeur qui va au-delà de la rémunération. Donc, c'est très important à savoir pour les employeurs parce que ça peut leur permettre effectivement d'avoir des leviers pour attirer et retenir leurs talents. Donc, c'est quand même un message important. Puis, on a la chance d'avoir ces données-là qui nous guident un petit peu dans ces enjeux-là. Donc, encore une fois, vous aurez ces notes-là, mais c'est la flexibilité, encore une fois, ça ne veut pas dire juste être capable de travailler de la maison, ça veut dire d'être capable d'aménager son horaire de la manière qui me convient. Donc, ça, c'est particulièrement aussi auprès des jeunes, je dois le souligner, la génération Z est particulièrement sensible à ce genre de choses. Maintenant qu'on a abordé bon, le contexte économique qui influence à la fois les employeurs et les chercheurs d'emploi, j'aimerais qu'on regarde un petit peu le jeu de l'offre et de la demande, justement, sur le marché du travail. Donc, on va se pencher un petit peu sur les secteurs spécifiques. Cela dit, Mine, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du jeu embauche permanente versus embauche temporaire? Nous, on le voit beaucoup parce qu'on est là-dedans, donc sans doute tu peux nous donner quelques indices de ce qui se passe de ce côté-là. Oui, définitivement. Écoute, on constate quand même une croissance du nombre d'emplois temporaires pour la plupart des spécialités, en particulier dans les secteurs techniques, comme les métiers spécialisés. Je pense que Julie va revenir là-dessus. On voit beaucoup de projets qui sortent de terre, et puis le fait qu'il y a de nombreux projets d'infrastructure, il y a l'accélération de certains chantiers qui sont considérés comme des priorités nationales par Mark Carney, ça va stimuler cette tendance-là aussi. Le recrutement permanent, ça demeure solide, mais on observe que le temporaire est vraiment favorisé aujourd'hui, ce qui est logique parce que dans le contexte économique actuel, on a un taux de chômage qui augmente légèrement, les postes vacants restent relativement stables, donc l'incertitude pousse en général les entreprises à se tourner vers des solutions un peu plus flexibles. Justement, Julie, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que ça veut dire plus précisément? Mine a parlé beaucoup du secteur fabrication logistique. Qu'est-ce que tu observes? Toi, tu es là-dedans tous les jours. Donc, qu'est-ce que tu observes du point de vue du marché? Oui, merci Marie-Noël. Dans le fond, dans le marché, dans les secteurs fabrication et logistique, les données sur les offres d'emploi montrent une certaine stabilisation, mais quand même avec quelques signaux d'alerte à surveiller. Donc, par exemple, les postes d'entrée et intermédiaires, ceux-là sont plus touchés par le ralentissement, notamment dans les centres de distribution et les lignes de production. On voit par contre une légère croissance dans le secteur du commerce de gros, des détails, puis aussi pour les entreprises qui ont accès sur le marché intérieur, pour eux, on observe une légère croissance. On voit aussi que du côté des régions dépendantes de l'exportation vers les États-Unis, celles-ci affichent une baisse bien évidemment plus marquée, notamment à cause de l'incertitude autour des nouveaux tarifs. Puis comme Mine en a parlé un peu plus tôt, c'est le cas du secteur manufacturier en Ontario, notamment à Windsor, où l'industrie automobile est vraiment prédominante. En revanche, la demande se maintient dans les métiers spécialisés comme les électromécaniciens, les machinistes, surtout là où il y a les projets d'automatisation qui sont en cours. Donc actuellement, ce qu'on voit, c'est que c'est une période où l'agilité devient vraiment primordiale, notamment à cause de la fluctuation de la demande selon les régions et les spécialités. Merci beaucoup. Et du côté des secteurs professionnels, Nelson, est-ce que que tu peux nous en parler un peu? Il y a quand même encore de la rareté de compétences, etc. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit portrait du côté du secteur des secteurs plus professionnels? Ah oui, tout à fait. Bah, écoute, déjà merci, de me laisser la parole. Pour le côté professionnel, en fait, ce qu'on voit, c'est que les données, sur les offres d'emploi relèvent des tendances qui sont contrastées. Alors, d'une part, ce qu'on observe, c'est une légère croissance au niveau des affichages, de postes de niveau intermédiaire. Je vais citer les analystes financiers, les spécialistes de la conformité, les gestionnaires de risque et il y en a bien d'autres. Ce sont des fonctions qu'on appelle des fonctions à forte valeur ajoutée, hein, qui sont en fait un témoignage, du besoin des organisations de talent, excusez-moi, ce qu'on a besoin des organisations
l'agrégation de talents capables de naviguer dans un contexte économique plus incertain. C'est sûr qu'on connaît ça, les contextes économiques incertains depuis quelques années. Et d'autre part, en fait, ce qu'on voit, c'est que les postes d'entrée connaissent un recul. Et c'est souvent signe, en fait, que les entreprises cherchent plutôt à optimiser leurs ressources qu'à embaucher. On note également une demande soutenue pour des profils hybrides et je te vois déjà venir, mais qu'est-ce que c'est qu'un profil hybride, Nelson? Très bonne question, Marie-Noël. Ce sont des professionnels pardon, qui conjuguent une expertise technique et une capacité, une réflexion stratégique. Et puis ça, on l'a vu notamment dans les domaines du risque, de la transformation opérationnelle et de la gouvernance qui sont très tendance actuellement. Ce qu'on voit beaucoup sur la slide actuellement, c'est une belle ligne, enfin les belles lignes violettes en fait. Je reviens sur ce que disait Mine. Ce sont tous les postes dans le secteur de banque, finance, assurance qui sont très robustes, qui vont rester robustes aussi pour les années à venir. Et si je devais conclure en fait sur cette slide très rapidement, on pourrait simplement dire que la demande d'embauche reste toujours présente. Elle est bien présente, on est bien d'accord, mais elle est beaucoup plus ciblée, beaucoup plus exigeante et moins tolérante aux écarts de compétences. On va y revenir, effectivement, les fameux écarts de compétences, ça fait partie des préoccupations constantes des employeurs à court et à moyen et à long terme. Si on revient un petit peu sur le secteur opérationnel, Julie, je te repasse le flambeau, le micro. Il y a plusieurs enjeux à surveiller là, pour les employeurs. Qu'est-ce qui doit retenir l'attention des employeurs du côté des secteurs opérationnels? Donc, bien évidemment, on le sait tous, on le voit, on le vit, les changements politiques sont bien réels et ils influencent en temps réel notre industrie. On parle, par exemple, de l'abolition de la taxe carbone fédérale qui a un impact sur les coûts de transport ou les nouveaux tarifs américains qui incitent les entreprises à relocaliser la production, à revoir leurs sources d'approvisionnement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut continuer de regarder de près pour être agile et s'ajuster en temps réel. On constate aussi que la pression sur le marché du travail reste forte. Les travailleurs qualifiés, notamment en ingénierie, en métiers spécialisés et en fabrication, sont toujours difficiles à trouver. Toutefois, malgré ces pressions, il y a quand même de réelles opportunités de croissance. Donc ça, c'est le bon côté des choses. Et enfin, l'adoption de la technologie s'accélère. On voit que nos clients dans le domaine industriel avancent vite, que ce soit avec l'intelligence artificielle dans les entrepôts ou bien en intégrant des outils logistiques automatisés. Donc tout ça, on voit que ça s'accélère à un rythme beaucoup plus rapide que les années précédentes. Donc par conséquent, c'est vraiment important d'avoir une main-d'œuvre capable de suivre le rythme et de s'adapter aussi à ces technologies. Oui, l'accélération technologique, ça aussi, on en parle beaucoup. Il y a aussi beaucoup de réflexions autour de l'intelligence artificielle, notamment. Donc, comment réguler tout ça, ça va faire partie des préoccupations des prochaines années, assurément. Justement, Nelson, ça doit aussi faire partie la transformation numérique, la transformation vers l'IA, comment ça modifie les postes. Donc, est-ce que tu vois aussi des enjeux de ton côté, du point de vue des secteurs professionnels? Il y en a de nombreux, assurément. Absolument pas, absolument rien qui se passe. Il Non, n'y a plus rien qui se passe. il n'y a rien qui se passe, mais non, plus sérieusement, Marie-Noël, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ce qu'on voit avec l'intérêt du marché, qui est très croissant pour les enjeux en ESG, en intelligence artificielle, en transformation numérique, il est inévitable pour les professionnels pardon, d'intégrer ces compétences dans leur quotidien. C'est indubitable, c'est non négociable. D'ailleurs, il y a aussi un autre effet que j'appelle la pression réglementaire qu'on a effectivement vu notamment en 2024. Ça a une très, très grosse influence sur les besoins de talent. Je donne l'exemple qui est très rigolo, celui de l'évolution législative dans le secteur bancaire liée au blanchiment de capitaux. On a vu un boom énorme en 2024 qui est une tendance qui se confirme encore aujourd'hui et pour les prochaines années. Donc, on peut s'attendre à avoir des impacts similaires avec les nouvelles réglementations, notamment sur les introductions en bourse. Il y a une nouvelle réforme qui est annoncée du Conseil canadien de la reddition des comptes qui touchera les cabinets et notamment les entreprises de services professionnels. Donc, tout ça va avoir un très, très fort impact également au niveau des compétences recherchées et du marché. Enfin, ce qu'on peut voir aussi, c'est que même si on a une baisse des taux d'intérêt qui a apporté un peu d'oxygène aux entreprises, l'instabilité commerciale actuelle pourrait bien évidemment en limiter les retombées positives, ce qui est très dommage. On attendait tous ces baisses de taux d'intérêt pour pouvoir souffler et paf, et non. Donc, en gros, ça nous dit quoi? C'est qu'il faut renforcer la nécessité de stratégies en ressources humaines très agiles et orientées vers l'avenir. Donc, voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc, si on fait un peu un tour d'horizon là, des points principaux, puis Mine, je t'invite aussi à me soutenir dans ces points-là parce que tu as aussi la perspective plus globale économique. Donc, si on résume là, les points principaux, donc le marché du travail se stabilise, c'est pas un effondrement. Bon, les récentes baisses, effectivement, on a un optimisme prudent, mais ça demeure qu'il y a quand même les risques autour des enjeux commerciaux. Ça se poursuit, les tarifs, etc. Ça va avoir un impact sur certains secteurs en particulier. Donc, ça, c'est à surveiller, les projets effectivement d'investissement, etc. Donc, l'économie, ça va pas ralentir en termes de rebondissement. Donc, à surveiller tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'on fait des choses comme ça aujourd'hui pour vraiment aider les employeurs à être à jour et à mieux comprendre comment tout ça peut avoir un impact sur leurs décisions. Les secteurs opérationnels sont en pleine transformation. Julie en a parlé. Donc, évidemment, justement, par l'évolution des politiques commerciales, investissement en infrastructure, les engagements renouvelés, on l'a entendu récemment via Mélanie Joly, par exemple, prioriser l'aluminium et l'acier. Donc, on peut voir cette tendance-là aussi qui va avoir un impact. Les rôles professionnels qui évoluent très rapidement. Donc, Nelson en a parlé. Les compétences numériques, les priorités ESG, c'est plus optionnel. Les gens dans ce domaine-là doivent se former à ça. Ça fait partie du profil maintenant recherché. Les talents spécialisés qualifiés restent rares et on leur demande encore plus de compétences, notamment du point de vue des compétences numériques. Donc, encore une fois, on parle souvent d'embauche axée sur les compétences, de ce qu'on appelle le upskilling, le développement, le perfectionnement des compétences. Ça doit faire partie, les entreprises commencent à réfléchir à comment offrir des programmes plus précis sur des compétences très ciblées. Ça n'empêche jamais aussi le besoin en compétences de gestion, en compétences interculturelles, de communication. Nelson l'a dit, il y a un mix qui est voulu de compétences plus soft, plus techniques, plus spécialisées. Donc, il y a beaucoup d'exigences du point de vue d'avoir un profil complet du point de vue des talents. Et ça demande aussi un investissement de la part des employeurs pour former et perfectionner les compétences. Enfin, je l'ai dit souvent, je le répète vraiment souvent, mais la flexibilité, c'est un incontournable. Ça peut prendre vraiment différentes formes. Que ce soit, ça ne veut pas dire juste travailler de la maison, ça veut dire travailler de façon flexible dans les horaires, des horaires compressés. Il y a toutes sortes de façons d'offrir de la flexibilité. Le one size fits all ne fonctionne plus. Donc, il faut y aller sur des bases plus personnalisées. On a déjà fait des études là-dessus. Donc, les gens s'attendent aussi à avoir des propositions qui leur conviennent à eux selon leur profil personnel. Donc, moi, dans mon cas, je suis une maman qui a besoin de partir à telle heure. Moi, au contraire, j'ai d'autres choses. Donc, ils s'attendent à avoir pas des programmes qui fit pour tout le monde, mais vraiment d'avoir des accommodements qui sont assez personnalisés et assez individualisés. Donc, c'est une attente des chercheurs d'emploi. Donc, c'est pas facile à installer nécessairement, mais ça fait partie du portrait. Donc, il faut avoir plusieurs outils dans sa boîte à outils quand on est dans cette situation-là, que ce soit pour les petites et les moyennes grandes entreprises. Donc, je reviens un petit peu sur notre modèle s'adapter. Donc, dans ce contexte-là, c'est pour ça qu'on développe un modèle parce qu'on a des solutions dans tous ces domaines-là. On peut aider les employeurs à mieux se préparer pour l'avenir dans toutes ces sphères-là. Donc, l'agilité, évidemment, donc parler de main-d'œuvre flexible. On a, par exemple, nous développé notre application qui permet de trouver à la demande des talents pour des quarts de travail dernière minute. Donc, ça aide beaucoup en agilité pour les secteurs notamment logistique, fabrication. Donc, l'agilité est une clé pour les employeurs aujourd'hui dans le contexte d'incertitude encore davantage. La différenciation, la transparence. Les chercheurs d'emploi veulent de la transparence. Est-ce que c'est une entreprise qui va bien? Est-ce que c'est une entreprise qui est stable? Est-ce que je peux avoir confiance dans le leadership? Ça fait partie des enjeux importants. L'automatisation, on en a parlé, ça influence le choix des employeurs vers des profils particuliers. Donc, ça fait partie
des compétences à développer et ça va faire partie aussi pour les employeurs de projets d'automatisation. Donc, ils vont avoir besoin aussi de main-d'œuvre spécialisée à court, à moyen et à long terme. Donc, il y a tout ça à planifier. Perfectionnement des compétences, j'en ai parlé, ce qu'on appelle l'upskilling. Ça aussi, c'est une attente des chercheurs d'emploi et les employeurs le savent maintenant. Il faut qu'ils puissent prévoir les coûts et savoir quelles compétences ciblées elles auront besoin à court et moyen terme. Et enfin, diversifier son bassin de talent. Où est-ce qu'on va les chercher? Ça peut être chez les jeunes, ça peut être chez, effectivement, on parle beaucoup, par exemple, d'aller les chercher chez les retraités. Dans le domaine de la finance, par exemple, on a des CFO, comment on appelle, Nelson, tu peux me dire, là, mais en fractionné. Donc, des CFO qui peuvent jouer un rôle de CFO dans différentes entreprises. Donc, il y a toutes sortes de modèles de main-d'œuvre et qu'on peut utiliser à notre avantage. Donc, c'est important de diversifier sa capacité d'aller chercher des profils différents parce qu'effectivement, il y a une rareté de compétences et de main-d'œuvre qui ne se dément pas. Donc, ça, c'est pas mal notre cadre. Ça va faire partie des outils qu'on vous fournit aussi, puis on peut vous aider dans tous ces cas-là. Oui, ben justement, on a une belle question. Je vais y revenir. Avant toute chose, je voulais dire qu'effectivement, vous pouvez toujours aller sur notre site, voir notre section S'adapter et prospérer. Il y a tout ça, des articles, des documents téléchargeables, les enregistrements de nos webinaires pour vous aider dans tout ça. On est là pour ça. Je veux remercier, avant de passer rapidement aux questions, mais je veux juste remercier rapidement Julie, Mine et Nelson pour tous ces éclairages sur le marché de l'emploi. Justement, on a une belle question et peut-être que c'est pour toi, Mine, qui veut la prendre. Si le marché de l'emploi est toujours en pénurie de main-d'œuvre? Alors, je dirais que ça dépend où est-ce qu'on regarde. Parce que la réalité, c'est que la pénurie de main-d'œuvre, en fait, on la calcule vraiment en fait, en fonction, par exemple, du taux de vacances. Right? Donc, quand on regarde le nombre de jobs, le nombre d'emplois qui sont postés sur le marché, tous les mois, on a des statistiques qui viennent justement de Statistique Canada et qui nous disent ben, à combien est le taux en fait, d'emplois qui ne sont pas pris, donc qui ne sont pas pris versus la force de travail totale. Et donc, ce qu'on voit, par exemple, aujourd'hui, c'est que oui, il y a des secteurs qui sont encore impactés par la pénurie de main-d'œuvre. Et évidemment, la santé, on en parle tout le temps, mais ça, c'est le numéro un. Mais évidemment, tout ce qui est métiers spécialisés, donc Julie l'a mentionné un petit peu avant, mais tous les métiers spécialisés, tout ce qui est mécanicien, électromécanicien, électricien, ces jobs-là sont encore en demande assez lourde et ça va s'aggraver. Parce qu'on sait qu'il y a toujours ce disconnect, en fait, cette déconnexion entre je veux dire, entre les compétences des gens, à quel point la perception de ces compétences des gens versus le besoin en fait des clients est un peu déconnecté. Donc au final, il y a de plus en plus de projets il faut reconnaître en fait tous ces credentials, en fait c'est tous les diplômes que ces gens ont, cette expérience, mais ça va prendre un petit peu de temps et c'est dans le programme du gouvernement fédéral. Donc pour la faire très court, c'est très difficile pour l'instant dans le domaine de la santé. Je pense qu'aussi dans les métiers spécialisés, on a encore pas mal de pénuries. Là où on a moins de pénuries, c'est les rôles d'entrée de niveau un petit peu au niveau du col blanc, en fait. Là, on voit que ça ne reprend pas forcément très, très vite. Et puis, tout ce qui est col bleu, c'est un peu entre les deux. Ça dépend vraiment, est-ce que vous êtes sur une entreprise qui sert le domaine un peu domestique. Comme Julie mentionnait, si vous êtes dans le domaine de l'automobile, manufacturier, c'est vrai que là, effectivement, on n'a aucune pénurie de main-d'œuvre. C'est beaucoup plus complexe. Donc, encore une fois, ça dépend. On peut fournir des informations là-dessus sur vraiment segmenter le marché pour vous dire où est-ce qu'on a vraiment de la pénurie. Mais encore une fois, ça dépend où on regarde. Ouais. Oui, puis il y a une question par rapport aux étudiants. Donc, c'est sûr que je ne sais plus exactement le taux de chômage chez les jeunes, chez les finissants, tout ça. Je pense qu'effectivement, tu peux en parler, mais il me semble qu'effectivement, le taux de chômage est plus élevé chez les jeunes. Ouais, il est plus élevé et c'est vrai que c'est plus délicat. On regarde un petit peu les tendances, mais pas seulement au Canada, mais un peu ce qui se passe aussi dans le monde, parce on a des filiales un peu partout. Et c'est sûr que pour les finissants, ça devient très compliqué. Parce qu'on a d'une part l'intelligence artificielle. Donc, si je prends les rôles qui sont en col blanc, on prend l'intelligence artificielle qui entre en ligne de compte. Ben, évidemment, c'est les jobs, un peu, c'est les emplois d'entrée de niveau qui vont être partiellement automatisés, ou Nelson disait qui vont être un peu plus optimisés.
Et c'est là que ça va être difficile pour ceux qui finissent l'école ou même pour les étudiants à trouver de la job parce qu'il n'y a pas tellement de jobs à ce niveau-là qui sortent en ce moment. Donc, et ça, c'est un peu la difficulté qu'il va falloir qu'on continue à monitorer, même pour les gouvernements, parce que en général, les emplois d'entrée de gamme, enfin entre guillemets, donc les jobs un peu plus juniors, c'est là qu'on gagne l'expérience et qu'on devient un peu plus senior. Donc là, il y a un gap qui se forme parce qu'en fait, comment est-ce qu'on va vraiment skiller un peu la partie, les gens pour les jobs d'après si on ne peut même pas les mettre d'entrée de base en fait sur le marché de l'emploi. Donc, pour la faire très court, effectivement, il y a beaucoup plus de chômage, beaucoup moins de pénurie pour la population un peu plus jeune. Et ça, il faudra qu'on continue à monitorer un petit peu les tendances. Merci beaucoup. On est déjà à la fin. Ça passe très, très vite, 30 minutes. Comme vous pouvez voir, on aurait pu remplir 3 heures probablement de contenu. Encore une fois, on est là pour vous. Après, on va vous envoyer tout ça. Contactez-nous. On aime avoir ces conversations-là avec les employeurs. On a besoin de voir ce qui se passe sur le terrain. On peut vous fournir des informations. On peut vous aider avec toutes sortes de solutions d'emploi, d'embauche flexible. Donc, on est là pour vous. N'hésitez pas. Je vous remercie encore une fois pour votre présence. Merci à mes panélistes. Super conversation. Merci à tout le monde. Et à la prochaine fois, parce qu'il y en aura d'autres, bien sûr. C'est quelque chose qu'on aime faire, parler du marché de l'emploi et de l'impact sur les talents des employeurs. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci, au revoir.